bienvenue dans ce quatrième volet de notre cycle de conférences. Alors quand je dis notre, c'est l'association de parents d'élèves PEP de Boulogne-Billancourt sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc cette année, ce sera sur le trouble de l'attention, le TDAH pour les intimes. Beaucoup de discours contradictoires aussi. Donc ce que je propose, c'est d'écouter directement ce que le docteur Pouet va nous en dire. Docteur Pouet, le TDAH en 2018. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les ressources? Où en est la recherche? Ok. Donc bonsoir. Bon, tout le monde est là, on va commencer. Je n'ai pas encore complètement fini mon sandwich au saucisson, mais j'y reviendrai après. Donc, elle est bien leur petite affiche quand même. Quand il s'agit de se concentrer sur les jeux vidéo, il n'y a plus de problème. C'est le mot à la mode pour mal élevé. Je crois qu'il n'y a pas de parents d'enfants qui ont un enfant TDAH qui n'ont pas entendu qu'il l'avait mal élevé, même s'ils en ont plusieurs et que les autres sont bien élevés. Celui du milieu qui est TDAH, il est mal élevé, c'est bizarre. Un cadre strict et une paire de claques, hop, à l'ancienne. Même les filles, bah oui, des filles aussi, pareil. Encore une épidémie inventée par les laboratoires, ça veut dire pour vendre des médicaments, c'est pas, vous pouvez rajouter. Voilà, t'imagines ses parents le drogue juste pour avoir la paix. Donc effectivement, c'est des choses qu'on entend. Donc on va essayer de l'aborder différemment, parce que les grands poncifs comme ça, qui ne sont pas justifiés, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc en fait, ça va fonctionner. Maintenant, voilà. Donc TDAH, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouble, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça, c'est important. Ils ne sont pas tous hyperactifs. Et l'hyperactivité, en fait, quand vous tapez TDAH dans Papy Google, puis que vous cherchez image, une des premières images qui sort, c'est ça. Et effectivement, bon, on voit bien qu'il bouge un peu, on voit bien que maman, elle en a un petit peu marre, quand même. Hein, c'est un petit peu la représentation qu'on peut avoir de ces enfants qui bougent beaucoup. Mais ils ne sont pas tous hyperactifs. Il y a même beaucoup d'enfants qui ont juste le trouble déficitaire de l'attention et puis qui ne font pas trop parler d'eux et qu'on peut avoir un peu tendance à oublier, à moins tenir compte de leurs troubles. Parce qu'évidemment, celui qui bouge tout le temps, à l'école, il peut un peu emmerder tout le monde. Hein. Il y a un mot qu'on utilise parfois, c'est des enfants intéressants. Vous voyez, intéressants. Voilà. Alors, comment on fait le diagnostic? Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a une vraie différence entre ce qu'on essaye de faire en France et ce qui se fait aux États-Unis, où, en fait, le TDAH, c'est déficit d'attention, hyperactivité, puis impulsivité. Impulsivité, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, c'est un petit peu le parent pauvre des symptômes, alors qu'en fait, il s'explique d'une façon assez intéressante. Voilà. Et donc aux États-Unis, il y a un manuel diagnostic des troubles mentaux qui est écrit par des psychiatres adultes. Donc là, on s'intéresse à des enfants, cherchez l'erreur. Mais dans ce manuel, vous voyez, il y a tout un tas de troubles. La déficience intellectuelle, la dysphasie, on dirait en France, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble des apprentissages, ils sont là, les troubles moteurs, là il y aurait la dyspraxie. Et puis il y a le TDAH. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que dans la dernière version, qui s'appelle le DSM-5, le TDAH a changé de catégorie. Il est arrivé dans les troubles neurodéveloppementaux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enfant, il y est pour rien, c'est son cerveau qui s'est développé, qui a maturé d'une façon inhabituelle, d'une façon atypique, et il est comme ça, mais il y est pour rien. Auparavant, le TDAH, il faisait partie des troubles de comportement perturbateur de l'enfant. C'est bien quand même comme glissement, de passer de perturbateur à, c'est vrai, je suis encore un peu perturbateur, mais j'y peux rien. C'est un progrès quand même. Donc, aux USA, et puis dans un certain nombre de pays, on va affirmer, on va poser le diagnostic, on va dire que les enfants ont un TDAH en posant des questions aux parents et en répondant à 18 questions avec 18 critères. Et puis vous allez voir, il faut qu'on les regarde ensemble, que ces critères
pris isolément, ils sont quand même un peu banaux. Ça serait bien étonnant que même des parents qui n'ont pas un enfant TDAH ne reconnaissent pas leur enfant dans une des 18 phrases que je vais afficher à l'écran. Ce qui est moins banal, si vous voulez, c'est de mettre des croix un petit peu partout et que l'enfant y réponde à beaucoup de critères. En fait, les critères ils sont divisés en 2 paquets de 9, parce que 9 et 9, ça fait 18, et on va interroger l'attention et puis l'hyperactivité dans 2 paquets. Alors le premier paquet sur l'attention, souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails. Ce qui a été rajouté dans le DSM-5, c'est ce mot « souvent », qui est tout le temps là, pour dire c'est pas de temps en temps, c'est souvent. Donc vous avez des enfants qui ne prêtent pas attention aux détails, qui ont du mal à soutenir leur attention au travail et même dans les jeux, ce qui est moins habituel, si vous voulez, les devoirs le soir et les jeux, il y a peut-être une motivation différente. Il semble ne pas écouter quand on lui parle, hein. Il ne se conforme pas aux consignes, il ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires. Bon. Il a du mal à organiser ses travaux ou ses activités. Il évite ou il fait à contre-cœur des tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Il perd souvent les objets nécessaires. Hein, les enfants qui perdent leurs trousses, leurs cahiers, ça existe un peu quand même. Il se laisse facilement distraire quand le téléphone sonne, quand les oiseaux font cuit-cuit, quand la petite sœur a fait beaucoup de bruit. Il a des oublis fréquents dans la vie quotidienne, donc là j'ai rajouté faire les corvées, les courses. C'est vrai que on sent bien le plaisir qu'on a à faire les corvées et à faire les courses. Hein. Pour les adolescents et les adultes, répondre à ses appels, payer ses factures, respecter ses rendez-vous. Payer ses factures, ça me faisait penser à ce brave monsieur qui a inventé le concept de phobie administrative. Il paraît même qu'il l'a déposé, ce qui fait qu'il a de la suite dans les idées quand même. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, là, cette inattention, il faut qu'il y ait au moins 6 des symptômes qui soient cochés. C'est-à-dire qu'en fait, les parents, ils lisent les phrases, puis si ça leur parle concernant leur enfant, ils font une petite croix. Ou ils mettent oui, voilà. Depuis au moins 6 mois, donc ça dure un peu quand même, cette histoire, et puis à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement et qui a directement des conséquences négatives sur les activités sociales, académiques ou professionnelles. Ça veut dire, c'est pas ce qu'on voit habituellement chez les enfants, là c'est un peu du lourd et puis ça le gêne beaucoup. On va y revenir. Et puis ces symptômes, ils ne sont pas la manifestation d'une opposition, d'une déficience, d'une hostilité ou de l'incompréhension des tâches ou des instructions. Hein. On n'a pas l'impression que c'est parce qu'il ne comprend pas ou qu'il y a autre chose que ces phénomènes sont là. Voilà. Et puis pour les adolescents et les adultes, gagné, on n'a droit que 5 symptômes. Voilà. Si on en a 5, on est bon. Pour être les petits, il faut 6. Donc ça, c'est les Américains. Donc après, ils passent à hyperactivité et impulsivité tout ensemble. Et puis c'est la même chose. Donc je ne vais pas vous le relire parce que c'est les mêmes critères, si vous voulez. Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège. Bon. Se lève souvent en classe quand il est supposé rester assis. Bon, c'est déjà... Il court, il grimpe partout, même quand c'est inapproprié, donc éventuellement il va se blesser. Il a du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs, moins fréquent quand même qu'en classe. Il est souvent sur la brèche, il agit comme s'il était monté sur des ressorts. Souvent il parle trop, même les garçons, et laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée, ce qui est gênant. Parce que peut-être qu'à la fin, il y a des choses intéressantes. Il a souvent du mal à attendre son tour, et puis il interrompt souvent les autres ou impose sa présence. Donc, on est d'accord, ces symptômes-là, pris isolément, c'est quand même très banal, et il y a très peu d'enfants, enfin, moi j'en connais pas, où il n'y aurait pas au moins un truc, à moins que ce soit une petite fille modèle, sage comme une image, mais est-ce que ça existe encore, les petites filles modèles, sages comme les images? Et puis alors, on est bien dans une anomalie développementale, hein, je vous ai dit, c'est un problème, que le cerveau, il ne se développe pas, il ne se connecte pas comme le cerveau de la foultitude, aurait dit Ségolène Royal. Faut que ça soit présent avant l'âge de 12 ans. Et puis, on doit trouver ces symptômes dans 2 lieux différents. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que si l'enfant il n'est pas attentif et qu'il bouge beaucoup et qu'il va trop vite, à l'école et pas à la maison, ou à la maison mais pas à l'école, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à l'école ou à la maison qui ne se passe pas bien. Vous voyez, l'idée c'est que
puisqu'il est comme ça devrait être comme ça partout. Ben, ça, c'est un peu embêtant, parce que vous voyez, c'est une petite fille de 10 ans. Eh ben, les 18 questions, là, il y a un avis divergent entre la maman, qu'on écrit pas mal, vous voyez, à la maison, et puis à l'école, le maître, il dit non. Il répond à toutes ces questions-là non, alors qu'elle a dit oui. Ben ça, c'est un biais. Parce que les questionnaires, en fait, c'est très dépendant des gens qui les remplissent, et que dans le cas présent que je connais bien, la maman, elle est un petit peu quand même en difficulté avec sa petite fille qui n'est pas très attentive, qui bouge beaucoup, puis qui va un petit peu trop vite, alors que l'enseignant, lui, il a un petit peu envie d'être tranquille. Et que répondre non, c'est une bonne façon d'être tranquille. Alors, s'il y a des enseignants dans la salle et que vous avez l'impression que j'égratigne les enseignants, on va se mettre tout de suite d'accord, c'est pas vous, parce que vous êtes là. C'est ceux qui viendront jamais. Hein, donc vous pouvez leur raconter. Alors, il y a une altération significative du fonctionnement social, scolaire ou professionnel et de la qualité de vie. Je vous ai dit, c'est nord-américain. En fait, ça veut dire ça, il y a une situation de handicap. Quand on est dans cette situation-là, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, on est en situation de handicap parce que la situation de handicap, ce n'est pas être au fauteuil roulant. C'est être en limitation d'activité ou en restriction de participation à la vie en société. Par exemple, si vous rentrez en CE2 et que vous ne savez pas lire, si vous avez des consignes de CE2 et que vous ne les comprenez pas, vous êtes en restriction de participation, en limitation d'activité aux activités scolaires, si vous voulez, dans la classe, quand ça passe par la lecture. Quand vous avez un trouble d'attention sévère, quand vous avez une impulsivité qui est très pénalisante, vous ne pouvez pas facilement participer à toutes les activités scolaires. Ça va vous embêter en lecture, ça va vous embêter en calcul, ça va vous embêter en sport, et puis ça va même vous embêter à la cantine, dans la cour de récréation, puis chez papy et mamie, et puis en vacances, et puis à Auchan, et puis à Leclerc. Les dyslexiques à Leclerc, on ne les voit pas trop. Les enfants hyperactifs, TDAH, des fois à Leclerc, on les repère vite. Dans les wagons de chemin de fer aussi. Alors, ces symptômes, ils ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental ou autre. Ça, c'est vraiment très important. Et j'ai remis là la déficience intellectuelle. C'est-à-dire que malgré la difficulté que ça peut représenter de passer des bilans avec ses enfants, on doit, pour poser le diagnostic de TDAH, comme le diagnostic de dyslexie, de dysphasie, de dyspraxie, éliminer la déficience intellectuelle. Et ça, si vous voulez, le fait que ça ne soit pas mieux expliqué par autre chose, c'est pas si évident que ça de le prouver, de l'éliminer, si vous voulez. Alors, si on l'a bien éliminé ou si on ne l'a pas bien éliminé, c'est-à-dire s'il y a des trucs en plus qui viennent compliquer le profil de cet enfant, ça va intervenir, oui, ça va impacter les perspectives scolaires, le pronostic scolaire. Non seulement il a un problème d'attention, mais il y a d'autres trucs qu'on devrait écarter. Alors, ils ne sont pas très forts, mais ça se cumule un petit peu, ça commence à faire beaucoup de choses qui vont gêner cet enfant. Vous voyez, donc ça, c'est important par rapport au pronostic. Alors, dans le DSM-5, en revanche, il y a des nouveautés. Une des nouveautés, c'est que le TDAH, il a le droit de ne plus être tout seul. On peut, par exemple, avoir un trouble du spectre de l'autisme et puis un TDAH. Ça tombe bien parce qu'on avait bien repéré, nous, les médecins, qu'il y a à peu près 50% des autistes qui ont aussi un TDAH. Donc c'est bien que nos Américains ils nous disent qu'on a le droit. Il y a aussi ça, léger, modéré, sévère. Ça aussi, c'est important parce que tous les gens qui ont un TDAH, ils n'ont pas forcément un TDAH extrêmement sévère. Ça peut être modéré. C'est pareil, modéré ou sévère, le pronostic, il n'est pas le même. L'impact, il n'est pas le même. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se passe aux Amériques. Il y a des critères précis que nous, on suit aussi. Mais en fait, en France, vous avez, depuis Astérix, là, le petit village gaulois qui résiste avec les camps romains autour, Babarum, Petit Donum, Laudanum, et puis il y en a un, j'en oublie toujours un. Eh bien, en France, on dit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de faire passer des questionnaires. Pourquoi ça ne suffit pas de faire passer des questionnaires? Parce qu'en fait, on peut répondre à ces questions-là et puis avoir un TDAH, et puis on peut répondre à ces questions-là puis avoir autre chose. Pas un TDAH. On peut avoir un enfant, par exemple, avec une anxiété phénoménale. On peut avoir un enfant avec une dépression de l'enfant.
que la dépression de l'enfant, c'est parfois bouger. La dépression de l'adulte, c'est rare qu'on bouge beaucoup, mais les enfants, c'est particulier. Donc, si vous voulez, en France, on se dit, les 18 critères, là, les 18 questions, ben, ça va nous servir pour repérer les choses. S'il y a beaucoup de choses de cocher, bon, on va s'y intéresser. S'il n'y a pas beaucoup de choses de cocher ou rien de cocher, bon, ben, on n'est certainement pas dans ce cadre-là. Donc, si on a des petits doutes, on passe des tests psychologiques. Voilà. On passe des tests, on passe des épreuves neuropsychologiques, et puis on va donc mesurer l'attention. Vous allez voir tout à l'heure que pas que l'attention. Et à ce moment-là, les capacités d'attention, elles sont déficitaires de manière grave et durable, et malgré les aides habituelles. C'est exactement comme pour les dysphasies, les dyspraxies, les dyslexies, ce que je disais tout à l'heure. Grave et durable, ça veut dire que l'enfant, il a des performances qui sont très très faibles à un niveau qu'on rencontre rarement. Alors qu'est-ce qu'on fait passer comme test? Par exemple, celui-ci. C'est-à-dire l'enfant, on lui dit qu'il a la main sur la table, comme ça, qu'il se tient debout, qu'il ferme les yeux, et puis on l'enquiquine, on lui pose des questions, on fait tomber un stylo, tout ça, et il ne doit pas bouger d'un cil, ce qui n'est pas facile pour un enfant TDAH. Et on mesure ça. Par exemple, ça c'est un test informatisé, ben ça c'est exactement comme Jacques a dit, si vous voulez. Il y a un hibou, quand il y a un chat qui arrive sur l'écran, on n'appuie pas sur le bouton. Quand c'est une chauve-souris, là il faut appuyer sur le bouton. Oui, c'est go, non go, comme ils disent les Américains. Ça c'est un truc un peu plus compliqué, vous voyez. Là, l'enfant, il y a 1, il dit 1, 2, il dit 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Et puis là, c'est le monde à l'envers. Quand il y a 1, il faut dire 2, et quand il y a 2, il faut dire 1. Fait 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Vous voyez, beaucoup plus compliqué. Donc en général, les enfants qui ont un TDAH, ils sont en difficulté dans le monde à l'envers, alors qu'ils sont moins en difficulté dans le monde à l'endroit. Pareil, on lui fait entendre des coups de fusil. Donc il y a une bande vidéo, et puis de temps en temps, il y a un coup de fusil. Alors, il faut qu'il les compte. Alors, il faut bien avoir vérifié aussi qu'il connaît la comptine des nombres, hein, s'il est petit, parce que si lui, la comptine des nombres, c'est 1, 2, 3, 7, 9, 17, si vous voulez, il peut vous dire 17 rapidement, alors qu'il y en a moins. Mais vous voyez, c'est une attention relativement soutenue, parce que des fois, il faut aller jusqu'à 15 coups de fusil. Voilà. Il y a ça aussi qu'on leur propose aux enfants, c'est de retrouver les paires de vaisseaux identiques. Vous voyez, là, les vaisseaux, ils sont différents, là, ils sont identiques. Donc là, ça doit être bon, celui-là, il est bon, mais celui-là, il n'est pas bon, vous voyez. Donc ça, c'est pareil. La première épreuve, c'est une épreuve d'attention auditive, là, c'est une épreuve d'attention visuelle. On peut mesurer les choses, puis c'est étalonné. Un test étalonné, en fait, ça veut dire que c'est un test qui mesure les performances de quiconque, si vous voulez, dans n'importe quoi, en comparant aux gens du même âge dans la même culture. Donc ça a une certaine validité, si vous voulez. Alors ce qui est bizarre, parfois, c'est qu'il y a des performances qui sont difficilement explicables. Alors vous voyez là, dans cette histoire-là, faire deux choses à la fois, c'est écrit, l'enfant, il doit à la fois compter les coups de fusil et repérer les vaisseaux qui sont pareils. Eh bien des fois, il y a des enfants en modalité simple, comme on dit nous, quand il y a à compter les coups de fusil, ils sont à la ramasse. Repérer les vaisseaux qui sont pareils, ils sont à la ramasse. Et quand on leur demande de faire les deux choses en même temps, ils sont super bons. Enfin, ils sont bien meilleurs. C'est bizarre quand même. C'est même inexplicable. En fait, on explique ça par la capacité peut-être d'avoir un regain de motivation, parce que les choses sont compliquées. Et donc, les tests, si vous voulez, dans certaines situations, dans certains cas, ils ne vont pas être très parlants non plus. C'est un petit peu comme les questionnaires. On a des réponses qui sont difficilement explicables. Alors, je redis ce que je disais tout à l'heure. Grave, ça veut dire que, pour les psychologues, ils parlent de moins 2 écart type, de moins 2 dérivations standard, de rang percentile 2. En fait, ça veut dire que dans ce qu'on mesure, 98% des enfants, ils font mieux que la personne. Il faut arriver à ce niveau-là de rareté, ce niveau-là d'atypie. Voilà. Mais les tests, ça ne fonctionne pas bien non plus. Il y a plein de personnes qui écrivent des articles scientifiques qui disent que c'est sujet à caution. En fait, pour nous, si vous voulez, quand les tests sont très chutés, on est très content, mais quand ils ne sont pas très chutés, ça ne va pas forcément écarter le diagnostic de TDAH. Alors comment qu'on fait? Comment qu'on fait? C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se dit, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver d'autres signes, d'autres symptômes, si vous voulez, les médecins, ça travaille avec des symptômes, qui sont en rapport avec la cause du TDAH. Donc ça va nous intéresser, parce que comme
ces enfants-là, ils ont des résultats très variables. Vous avez vu les questionnaires, des fois la maman est remplie, des fois l'enseignant ne remplit pas, mais ça pourrait être l'inverse. Que les tests psychologiques, des fois quand c'est simple, ils n'y arrivent pas, quand c'est compliqué, ils y arrivent. Tout ça, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc, on va aller chercher dans cette variabilité qui est constitutionnelle du TDAH. En fait, le TDAH, c'est des enfants qui ont des performances par définition variables. On va essayer de se dire, mais dans cette variabilité qui est presque normale, est-ce qu'il n'y aurait pas une coloration particulière? Et cette coloration particulière, elle est due à la cause du TDAH. Alors, la cause du TDAH, il y a plusieurs hypothèses, mais celle qui est la plus admise, si vous voulez, c'est un trouble, ça s'appelle des fonctions exécutives. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Alors, ces fonctions exécutives, elles sont plutôt à l'avant du cerveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, plus les mammifères se sont développés, voyez-vous, plus il y en a. Ça explique pourquoi votre chat, il mange, il fait pipi, il fait caca, puis il dort. Voilà, ça c'est un chat. Un humain, ça fait plus de choses, vous voyez, et un singe aussi. Donc, au fur et à mesure de l'évolution des espèces, l'avant du cerveau, ça a pris de la place, et même chez l'homme. Vous voyez, si on va chercher les vieux, là, les Lucie, Toumaï, tout ça, là, ils n'avaient pas beaucoup de front, il n'y avait pas grand-chose derrière. Plus l'homme s'est développé, plus il a développé la cervelle qu'il y a derrière le front. Et puis même, en plus, au long de la croissance des humains, là, vous voyez un cerveau à 5 ans, pré-ado, adolescent et à 20 ans, et en fait, plus c'est rouge, moins c'est mature, et plus c'est bleu, plus c'est mature, ben, ces fonctions frontales, elles se développent aussi avec l'âge, avec le temps qui passe. C'est pour ça que c'est plus facile de discuter politique avec les enfants de 25 ans que de ces enfants de 15 ans, parce qu'ils n'ont pas tout à fait fini là, d'accord, hein. Vous verrez. Alors voilà, c'est certainement ça qui a expliqué l'évolution de l'homme à travers les âges. Vous voyez, on s'est développé pour faire des choses bien. Donc pour le meilleur et puis pour le pire aussi, sans doute, hein, voilà. Alors, ces fonctions exécutives qu'on va voir ensemble, elles ont un rôle évidemment, comme tous les outils de notre cerveau, hein. Les troubles développementaux, c'est des troubles, des déficits des outils qu'on a dans le cerveau. Ça, c'est un outil particulier, qui a un rôle particulier, mais il a aussi une place particulière. Le rôle et la place, ça va ensemble pour comprendre l'importance de cette histoire, l'importance hiérarchique. Donc, dans les tests psychologiques, mais à l'école, quand on a des problèmes à régler, dans les jeux, en fait, dans tout ce qui est résolution de tâches, au sens très large du terme, on met en jeu l'intelligence. Voilà. Alors l'intelligence, c'est multiple, mais à l'école, il y a une intelligence qui est plus importante que les autres, c'est le fait d'être capable de trier, de catégoriser pour arriver à raisonner, pour plus tard rentrer dans la logique, dans l'abstraction. Ça ne résume pas l'intelligence des humains. Les humains, ils peuvent avoir un don musical, par exemple. Mais l'école, même en petite section de maternelle, on met les rouges avec les rouges, les jaunes avec les jaunes, les bleus avec les bleus, les grands avec les grands, les petits avec les petits, les moyens avec les moyens, les carrés avec les carrés, les ronds avec les ronds, les triangles avec les triangles. On apprend comme ça à trier, à faire des catégories. Et quand on est en panne de tri, de catégorisation, de raisonnement, on est justement dans la déficience intellectuelle. L'enfant déficient intellectuel, c'est pas qu'il ne comprend pas, il y a plein de raisons de ne pas comprendre, c'est qu'il ne raisonne pas. Donc, on va partir du principe que quand on fait des jeux, quand on fait des tests, quand on est à l'école, on met en œuvre son intelligence et que l'intelligence générale, c'est du raisonnement. Mais on ne raisonne pas sur rien. Il faut aussi décoder l'information, il faut décoder les sons. Hein. Faire et vers, c'est pas la même chose. Hein. Un canif et un caniche, c'est pas la même chose. Un clou et un clown, c'est pas la même chose. Il faut bien discriminer les sons. Ça, on est entraîné en maternelle. Il faut aussi différencier les lettres. Si vous différenciez mal les lettres, vous ne pouvez pas affecter les sons qui vont avec. Donc vous ne pouvez pas apprendre à lire. Il faut aussi reconnaître les images, etc. Donc en fait, pour pouvoir, si vous voulez, mettre en œuvre son intelligence, il faut se saisir de l'information qui est amenée à l'école. Puis à l'école, on demande une réponse aussi. Et la réponse, en général, elle est produite par la parole, qui est l'outil du langage. Elle est aussi, la réponse, elle peut être aussi écrite. Et donc ça, c'est de la motricité avec un logiciel qui fait que la motricité, elle est harmonieuse, qu'on entend bien les gens. Si vous avez une dyspraxie, vous comprenez quoi, vous parlez comme ça.
voyez, si vous avez une dyspraxie, vous n'êtes pas lisible. Ça, c'est les praxies. On en entend parler des dyspraxiques. Donc, vous voyez, il y a un petit triangle de base. Comme ça, au départ, on doit décoder, on raisonne, on répond, mais on s'organise, on gère les tâches, on les planifie. Vous voyez, s'organiser, gérer, planifier, ben, ça va être ça, les fonctions exécutives. Et c'est parce que tout ça va fonctionner bien qu'on va pouvoir rentrer dans les apprentissages. Vaut mieux reconnaître les lettres pour savoir lire les consignes, vaut mieux réfléchir correctement aux problèmes, vaut mieux écrire lisiblement pour répondre, mais il faut s'organiser, il faut planifier les tâches, il faut les gérer. D'accord ? Et donc c'est ça les fonctions exécutives qu'on appelle aussi le chef d'orchestre. Mais vous voyez, des fois c'est la chef d'orchestre quand même. Journée de la femme, c'était il n'y a pas longtemps, donc il y a aussi des femmes chefs d'orchestre. Et ça, c'est pratiquement automatique chez l'adulte, s'organiser, gérer. Vous êtes presque tous des adultes et vous vous rendez pas compte à quel point dans votre journée, vous êtes en pilotage automatique. Alors évidemment, vous êtes à Boulogne, donc vous prenez beaucoup, j'ai vu qu'il y avait plein de patinettes qui sont garées derrière, elles sont toutes, voilà. Vous prenez le métro, vous allez à pied, mais nous, les provinciaux, eh bien, on prend notre voiture pour aller de notre maison à notre lieu de travail. Quand vous travaillez depuis 3 mois, 5 mois, 3 ans, 5 ans au même endroit et que vous habitez au même endroit, le matin, la tête dans le cul, même si vous êtes battu un petit peu avec vos enfants qui ont renversé le chocolat, avec votre mari, etc., vous êtes en pilotage automatique jusqu'à votre lieu de travail, ça pose aucun problème. Vous voyez, quelqu'un vous dit bonjour, comment ça va, vous lui dites ça va et toi, vous ne l'avez même pas reconnu, vous êtes dans le brouillard, mais on est en pilotage automatique comme ça. On reprend le contrôle que s'il y a un rond-point, il y en a un qui a l'air d'arriver au même moment au rond-point que vous, et là, ça pourrait poser des problèmes de bris de voiture, donc là, on reprend le contrôle. Ou quand il y a du brouillard, quand il y a du verglas, des choses comme ça, là, on reprend le contrôle. Et les enfants, pas du tout. Alors pas du tout, parce que les enfants, eux, ils sont en situation d'apprentissage, donc c'est de la nouveauté tout le temps. C'est pas de la routine. Les apprentissages, ils sont cumulatifs. Il y en a qui vont détruire les apprentissages antérieurs. Il y en a qui vont se bâtir en confirmant les apprentissages antérieurs, en les améliorant. Et puis surtout, en CP, il y a la lecture qui arrive, il y a l'écriture, il y a la production d'écrits, il y a un début de calcul. Donc c'est des choses nouvelles. Donc l'enfant, comme il est en situation de nouveauté et non pas de routine, il est obligé d'avoir un chef d'orchestre tout le temps. Il est obligé de gérer, de planifier les tâches en permanence. Il n'y a pas de repos en CP. Et vous voyez, les fonctions exécutives, c'est un truc un peu compliqué. C'est la seule diapo compliquée. Où il y a les fonctions exécutives et puis il y a l'attention qui vient se mêler des fonctions exécutives. Il y a la mémoire de travail aussi, on va y revenir. Vous voyez, il y a jugement, par exemple. Le jugement sur la tâche. Ça, c'est quelque chose qui se développe tranquillement. La maîtresse, elle en a donné beaucoup, j'ai pas le temps de tout faire. Donc, je connais pas l'exercice 3, je passe directement au niveau 4, par exemple. Ou quand on est un peu plus grand, j'ai pas le temps de tout faire. Le 2 et le 4, c'est les plus gros coef. Je fais le 2 et le 4, ça va me rapporter plus de points. Vous voyez, le jugement sur la tâche. Eh ben, chez les enfants qui ont un TDAH, qui ont un déficit des fonctions exécutives, ça marche pas bien. Vous savez que l'enfant sait faire, et il va vous dire, c'est trop dur ton truc. Vous savez qu'il peut pas faire, et il vous dit, waouh, trop fastoche, trop face, ils disent maintenant. Donc vous voyez, ils ont un jugement complètement erroné sur ce qu'ils ont à faire. Pas toujours, pas tous, mais très souvent. Faire un choix aussi. Dans la classe de Mme Michu, qui a 32 ans, il y a 16 garçons, 17 filles, combien il y a d'élèves en tout? Les 32 ans de Mme Michu, on s'en fout. Le déficient, il va additionner tout, mais le TDAH, il va prendre les 32 ans et les 16 garçons, lui. Ou les 32 ans et les 17 filles. Voilà. Au petit bonheur la chance, si vous voulez. La motivation, la gestion, la planification. Et on va venir à ça, l'inhibition. L'inhibition, c'est au centre des fonctions exécutives. C'est quoi l'inhibition? Vous voyez, quand vous prenez votre voiture, vous conduisez, les Parisiens, imaginez. Et puis il y a un ballon qui traverse la route. Vous dites derrière le ballon, il y a un enfant. Je ne veux pas écraser un enfant qui ne m'a rien fait, ma belle-mère, d'accord, mais un enfant, non. Donc vous appuyez comme un malade sur le frein, en général, pour ralentir et stopper votre véhicule automobile. Si possible, pas diesel. Quand il y a du verglas, il ne faut pas appuyer sur le frein. Ah bah oui. C'est les automatismes, ça. Pierre a 3 billes. À la récréation, il a gagné 3 billes. Combien en a-t-il ce soir? Gagné, ça va avec plus 3 et 3, 6. C'est bon? Pierre a 9 billes. À la récréation, il en a gagné 3. Combien il en avait ce matin?
ça va plus avec plus. Vous voyez, c'est ça l'inhibition. Les enfants, ils possèdent, comme nous, hein, un instrument extraordinaire qu'est le cerveau. Et le cerveau, je suis en train d'écrire un bouquin grand public sur le cerveau, avec ma copine Michel Mazot. Le cerveau, c'est un organe qui est fait au départ, mais il est boutiqué comme ça, il est fait comme ça, pour décoder les régularités du monde. Et donc, s'étonner quand c'est pas régulier. Pierre, il m'a prendu ma poupée. Hein, il boivait. Donc, à la fois, c'est des belles fautes. Il boivait, ça veut dire qu'il a compris. Mais un jour ou l'autre, maman, à force de dire il boivait ou il m'a prendu ma poupée, ça marche pas, on va à la fois intégrer les régularités, puis de temps en temps dire ça marche pas. Mais pour dire ça marche pas, il faut inhiber les automatismes. Il y a monsieur Olivier Houdet, qui est un peu le pape de l'inhibition, il dit il y a un premier système heuristique, c'est la pensée automatique et intuitive. C'est bien ça, parce que ça marche la plupart du temps, et donc c'est hyper rapide. Mais de temps en temps, ça marche pas, donc il faut inhiber ce système des automatismes pour revenir à quelque chose d'hypothético-déductif. Alors, c'est beaucoup plus précis, par contre, c'est beaucoup plus lent. Et surtout, il faut la petite lumière, il faut la petite voix intérieure qui dit « Ah, attends, ce qui marche habituellement, peut-être que là, ça ne marche pas. Peut-être que gagner, ça ne va pas avec plus. Ou que donne, ça ne va pas avec moins dans certains énoncés de problèmes. » Voilà, donc inhiber, ça va être aussi inhiber les distracteurs. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un problème d'attention. L'attention, quand vous n'en avez pas beaucoup, il faut surtout qu'elle ne soit pas happée par des choses qui vont vous distraire. Donc à la campagne, c'est les petits écureuils au mois d'octobre qui font leur petite réserve de noisettes. Donc en ville, en général, c'est les pompiers ou les gendarmes qui font beaucoup de bruit parce qu'ils sont toujours chez des shérifs quand même. Ils font beaucoup de bruit. Moi, même la nuit, à 3 heures du matin, ils mettent le pimpon et les gens de la province, ils ne dorment pas bien à Paris. Peut-être que vous avez l'habitude. Donc vous voyez, les fonctions exécutives, c'est un peu Shiva moderne. Hein, ces fonctions qui sont basées sur l'attention, sur les fonctions exécutives au sens strict, l'inhibition. La mémoire de travail, dont je suis passé un petit peu vite là-dessus, ça aussi c'est un truc important pour les informaticiens. En fait, c'est la mémoire vive du cerveau. Quand vous grandissez à l'école, il y a de plus en plus de données à prendre en compte en même temps, de plus en plus. Et le cerveau humain, il est limité là-dedans. Il peut prendre en compte chez l'adulte 4 à 7 éléments en même temps. Quand vous êtes petit, vous pouvez en mémoriser, faire un travail sur quelque chose que vous mémorisez dans l'instant de 2 ou 3 éléments. Vous pouvez lire joli, vous pouvez lire robinet, mais rhododendron, il y en a 4, ça fait trop. Si vous avez grandi un petit peu, mais que vous restez avec la possibilité de traiter dans votre cerveau en temps réel que 2 éléments, quand vous arrivez à dindron, vous avez oublié rhodo. Quand vous avez ornithorynx, quand vous êtes à Thorinx, vous avez oublié orni. Et tant que vous n'avez pas dans ce qu'on appelle le lexique orthographique l'image de ce mot, vous ne pouvez pas les lire. Vous voyez, c'est une drôle de dyslexie. Hein. La mémoire de travail, c'est un facteur limitant de l'expression de l'intelligence parce que c'est un petit peu comme si vous aviez un moteur de Ferrari avec un carburateur de Twingo ou des pneus de Twingo, si vous voulez. Ça limite l'expression de la puissance intellectuelle des gens quand c'est en panne. Et donc, chez les enfants TDAH, l'attention, les fonctions exécutives, l'inhibition, la mémoire de travail, c'est souvent, pas toujours, c'est souvent déficitaire, c'est souvent faible, tout ensemble. Donc, ça va poser des problèmes pour toutes les tâches, surtout les tâches longues, les tâches enchâssées, les résolutions de problèmes au sens très large. Et puis surtout, c'est que ces fonctions exécutives, non seulement elles sont là pour organiser, planifier, gérer les tâches en cours, mais elles gèrent aussi les autres outils cognitifs. La capacité de traiter les sons de la langue, de traiter des images, de traiter de l'espace, d'aller chercher en mémoire à long terme, en mémoire définitive, la terminaison des verbes, les verbes irréguliers en anglais, les tables de multiplication. À un moment donné, si vous voulez, l'enfant qui est en train de faire quelque chose, son
chef d'orchestre lui dit, là c'est quelque chose de très spatial, donc il faut faire fonctionner ton intelligence visio-spatiale. Là c'est des phrases un peu compliquées, avec des doubles négations, des machins pas simples, puis tu es quand même petit. Donc fais attention au traitement de la phrase. Là il faut beaucoup d'attention, là il faut de la mémoire de travail. Donc en fait, si vous voulez, notre chef d'orchestre, il permet d'organiser les tâches, mais il permet aussi d'optimiser les différents instruments de l'orchestre. Voilà, ça sert à ça. Donc, quand c'est en panne, ça va avoir des conséquences transversales. Quand vous ne pouvez pas planifier, quand vous ne pouvez pas organiser, quand vous avez une toute petite mémoire vive, quand vous avez un trouble de l'attention, comme je disais tout à l'heure, ça va vous emmerder en lecture, en mathématiques, et puis en récréation, et puis partout. Voilà. C'est ça qui est un peu embêtant. Alors, quand c'est en panne, vous voyez, planifier, c'est difficile. Hein. Donc, en fait, le TDAH, c'est un syndrome dit exécutif, puisque c'est une panne des fonctions exécutives. Donc, c'est un 10, comme les autres 10, avec les mêmes critères, les mêmes exigences pour poser un diagnostic. Vous voyez que celui-là, il a un petit peu de peine à planifier un labyrinthe. Et donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder les conséquences d'une faillite, les conséquences d'une déficience des fonctions exécutives au sens très large, qui vont regrouper l'inhibition, l'attention, la mémoire de travail. Qu'est-ce que ça donne comme symptômes? Qu'est-ce que ça donne à voir chez l'enfant? Quelle coloration particulière on retrouve dans les difficultés, dans les échecs, dans les contre-performances, dans les ratés de l'enfant? Comment il rate? Et puis surtout, comment il se comporte? Et en fait, le défaut d'inhibition des stimuli de l'environnement, ne pas être capable de trier, ne pas être capable de faire un choix, ne pas être capable de faire un jugement sur ce qui est important ou pas, ben ça va donner un asservissement à l'environnement. Les enfants, ils sont comme aimantés par ce qu'il y a devant eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de toucher, de prendre, éventuellement de tripoter. Alors si en plus ils sont un peu maladroits, maman, elle a mis un beau chouchou, un beau machin avec des poils sur la fermeture éclair de la trousse pour qu'elle soit plus facile à ouvrir, mais comme c'est très brillant, très mignon, très agréable, on passe son temps à tripoter le machin qui est censé aider à ouvrir la trousse, même quand il n'y a plus besoin de se servir de la trousse. Et ça occupe un peu l'espace. Ça donne aussi cette fameuse impulsivité. L'impulsivité, elle s'explique comme ça. Comme je n'ai pas la petite voix, comme je n'ai pas la petite lumière dans ma tête qui me dit « Ah là là, prends donc un petit peu ton temps, peut-être que gagner, ça ne va pas avec plus. » Ben, je réponds tout de suite. Ce qui fait que les enfants, ils se jettent sur le matériel, ils donnent une réponse avant de connaître la fin de la question, ce qu'on appelle une réponse de type n'importe quoi. Ce n'est pas du tout pour dévaloriser les enfants, c'est pour dire ce qu'ils donnent comme réponse, c'est à côté de la plaque. Et en général, quand on a vu qu'ils étaient pas bêtes, on leur dit « Tiens, ça m'étonne de toi, donne-moi une autre réponse, réfléchis. » Et comme par hasard, la deuxième réponse, elle est bonne, parce qu'on leur a permis d'inhiber la précipitation. Il désigne le premier élément qui tombe sous son regard, ce qui va être embêtant quand on va faire des QCM, par exemple. Pof, on va faire la première réponse, tout le temps la première réponse, tout le temps la première réponse, parce qu'on va trop vite. Il prend tout ce qui est à portée de sa main, ou il prend le premier objet à portée de sa main, puis ça travaille toujours dans la précipitation et la fébrilité. Voilà. Vous voyez, celui-ci, là, cet enfant, c'est au tout début d'un test qui s'appelle copie de figure. Vous voyez que la figure, elle est simple, mais il y a quand même un trait debout et deux traits couchés. Non, deux traits debout et un trait couché. J'ai peut-être un petit problème d'attention. Donc, il a été très très vite. Ça, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il aurait fallu un film. Mais vous voyez, surtout, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher d'en faire deux dans les deux sens. Vous voyez, deux couchés et deux debout. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Et ça s'appelle les persévérations. Et ça, c'est un truc qu'on voit que chez ces enfants-là. Ils persévèrent. Il persévère. Toute tâche nécessite un arrêt pour lancer celle qui suit. Ben, la persévération, c'est la répétition inadaptée et sans but d'une action, d'une idée, d'un mot initialement pertinent. Ça ne veut pas dire qu'il va persévérer dans n'importe quoi. Ça veut dire qu'à un moment, la machine va un petit peu s'emballer. Et pathognomonique, ça veut dire que c'est un signe qu'on ne rencontre que dans cette pathologie-là. Donc c'est très intéressant de le mettre en évidence quand on peut le mettre en évidence. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans les questionnaires de monsieur DSM Amérique là. Alors je vais vous donner des exemples. Vous voyez celui-ci, là, la tâche, c'est un test, il y a des points qui sont un peu éparpillés, il y en a 5, et la consigne, c'est que l'enfant, il doit relier le nombre de points qu'il veut, 2, 3, 4, 5,
de façon différente à chaque fois. Il fait un truc, il refait la même chose, il persévère sur ce qu'il vient de faire. Dans un effort colossal ou parce que la psychologue lui a peut-être redonné la consigne, il fait autre chose et il reste sur la même chose. Vous voyez, il a 14 possibilités de faire des dessins différents, il en fait 2 différents. Et puis là, vous voyez, papa et maman, on peut se poser la question quand même qu'il a un peu persévéré sur maman. Surtout que quand je suis en train de causer, moi, à papa et maman, puis qu'il est en consultation, il m'a fait ça. Vous voyez, il a fait ça. Je le regardais faire distraitement d'un œil, et puis à un moment donné, sans y paraître comme ça, sans le regarder, sans faire d'effet de manche, je lui ai dit, si tu veux, tu peux arrêter. Il s'est immédiatement arrêté. Sinon, il aurait peut-être fait 2 trous dans la page, hein, à force de faire ça. Donc, par exemple, dans le langage, quand on teste la mémoire de travail, on fait répéter des chiffres. Vous voyez, on dit à l'enfant 5, 7, 2, et lui, il peut faire 5, 7, 2, 7, 7, puis des fois, ça continue beaucoup. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que non seulement il peut persévérer, mais il peut rentrer dans des séries automatiques. Moi, je mets souvent des 1, et vous voyez, l'enfant, il fait 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis il peut aussi ne pas s'arrêter. Vous voyez, c'est une façon quand même très bizarre, très particulière, très colorée de se tromper. Alors, ça donne ça aussi. Non seulement, vous voyez, ils parlent beaucoup des Américains, mais nous, on dit ça difflue, c'est des coqs à l'âne. Ça veut dire que non seulement ils parlent, mais ils ne restent pas sur le fil. Vous voyez, là, c'est une épreuve de fluence d'animaux. Il faut qu'il donne le plus d'animaux possible en 1 minute. Il dit poule, tortue, vache, taureau, gémeaux, balance. C'est quand même un petit peu bizarre. Oui. Moi, la plus belle diffluence que j'ai eue en consultation, c'est « Raconte-moi le petit chaperon rouge ». Le petit chaperon rouge, il emmène un coca et un hamburger à sa grand-mère. Bon, c'est un petit chaperon rouge New Wave, si vous voulez. Et puis comme il a peur de se perdre dans la forêt, derrière lui, il met des petits cailloux. Et puis quand il arrive chez la grand-mère, le loup est arrivé avant lui, et il entend le loup qui dit « Je vais m'enfler, je vais souffler, et la maison va s'effondrer ». Mais là, il entend « pam 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 ». Et il s'arrête, et il me dit « Que vient faire Pierre dans cette histoire ?» Je suis un peu d'accord avec lui. 30 secondes, 4 histoires. Oui, c'est ça la diffluence. Les enfants TDAH, ils ont beaucoup de mal à raconter des histoires parce qu'une idée en amène une autre, un mot en amène un autre. Hein, et hop, ça part. Hein. Il y a une lecture sur la jungle, eux ils pensent à Cheetah, donc aux singes, donc à leur voyage au zoo, et puis au zoo il y a un panda qui est né là, il n'y a pas longtemps, puis que les pandas ça vient de Chine, et puis que la Chine c'est un gros pays où ils mangent que du riz, etc. Enfin dans le temps. L'alimentation s'est diversifiée en Chine. Alors, la construction du récit, donc raconter des histoires, je viens de vous le faire, c'est vraiment très typique, ils sont perdus, quoi. Et puis par contre, vous voyez là, ça vient d'eux, mais quand il y a une contrainte, quand c'est la donne-moi une fluence d'animaux, vous voyez, là il y a eu une diffluence, mais là il y a une pauvreté. Il dit les oiseaux, les chats, un autre chat, c'est pas nous le chat, on le garde juste un petit peu parce qu'il est petit, puis qu'on a peur qu'il se perde, et puis un petit chat, puis un papa chat, puis une maman chat. On attend l'oncle chat, la tante chat, le neveu chat. Vous voyez, ça va pas bien loin, ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà. Alors en lecture, qu'est-ce qui se passe? C'est des enfants, ils ont le feu aux fesses. Ils ne peuvent pas ne pas lire très très vite, comme s'ils faisaient une course de vitesse. Et même s'ils se trompent, même s'ils pouvaient prendre conscience qu'ils sont en train de se tromper, qu'il faudrait revenir un petit peu en arrière, puisqu'ils ont mal lu, c'est trop tard. Ils ont 3 métros d'avance tout le temps. Donc, ils sont souvent des très bons déchiffreurs, mais des mauvais compreneurs. C'est exactement l'inverse du dyslexique qui, lui, est assez souvent un mauvais déchiffreur, mais qui est posé, qui reste dans ce qu'il y a d'écrit, et qui peut prendre, si vous voulez, peut lire correctement 3 ou 4 mots cibles et avoir une idée de ce que ça raconte. Lui, il va lire bien, mais comme son esprit s'égare, qu'il ne reste pas sur le fil, il peut être complètement barré tout en lisant. Un peu comme, vous savez, nous, quand on lit sur la plage l'été un livre, qu'à la fin de la page, on dit « Tiens, j'ai lu la page, mais de quoi que ça parle, je ne sais pas. » Ben, c'est un peu pareil, le TDAH. Il est sur la plage tout le temps. Voilà. Donc, c'est des enfants qui zappent. Hein. Ça, c'est un mot que j'utilisais il y a très longtemps, puis que j'ai vu maintenant que d'autres utilisent, en consultation avec les parents, au bout d'un certain temps, quand on était un petit peu d'accord sur ce que l'enfant donnait à voir et à entendre, je leur disais, ben, en fait, votre gosse, il zappe. Ah ouais, docteur, c'est exactement ça, il zappe. Hein, télécommande, il zappe. Alors, quand il faut produire des écrits, bah, la prise de notes, bah, ce qui gêne l'enfant,
Et ce qui conduit à des écrits inexploitables, ben, c'est comme la mémoire de travail est un petit peu faible et que pour prendre des notes, il faut garder en mémoire vive, en mémoire en temps réel des informations, ben, ils ne peuvent pas. Et que si jamais ils y arrivent un peu, quand vous prenez des notes, surtout dans les grandes classes, vous ne pouvez pas tout prendre, vous prenez les mots et les idées importantes. Et comme eux, si vous voulez, ça pense à tout le temps et n'importe comment et pas sur le fil, ils ne peuvent pas forcément noter ce qui est important. Donc quand on relit le soir, s'il y a théorème de Pythagore mais qu'il n'y a pas Pythagore, on ne sait plus trop de quoi qu'on cause, quoi, si vous voulez. Théorème 2, ce n'est pas suffisant. Les contrôles, ils ne peuvent pas récupérer en mémoire définitive, en mémoire à long terme, les savoirs, les organiser, et puis ne pas se laisser encore entraîner dans des diffluences. Un mot en amène un autre, des interférences, il y a des choses qui sont un petit peu proches, donc ils se mélangent un peu les pinceaux. Quand il faut faire des résumés, des commentaires, des rédactions, ben, ils ne planifient pas, donc ils balancent un petit peu les idées. Et puis, encore une fois, bah, ça part d'une idée à l'autre, d'un mot à l'autre. Donc, il y a des longues phrases mal structurées, emboîtées, des hors-sujets, qui grèvent l'informativité du texte, puisqu'en plus, ils sont souvent très dysgraphiques. Hein, et combien de fois j'ai vu des enfants en consultation pour une dyspraxie. Les dyspraxies sont des enfants maladroits, mais ce n'est pas une dyspraxie, c'est un enfant qui a un TDAH. Et beaucoup d'enfants TDAH, ils écrivent très mal. Ils sont des fois même illisibles. Mais ça s'arrange avec le temps, ne vous inquiétez pas. L'orthographe est aléatoire, d'autant que les textes ne sont ni relus ni corrigés. Pensez bien qu'il a autre chose à faire. Déjà qu'il y a une institutrice, moi je fais beaucoup de formations, maintenant je suis un peu retraité, puis je fais des formations, donc j'ai souvent des enseignants. Et il n'y a pas longtemps, il y a une enseignante qui disait, mais quand on leur dit « relis, en 2 minutes c'est fait ». Bah, est-ce que la relis, ben je relis. Corrige tes fautes, c'est différent. Relire, voilà. Alors lui, de toute façon, il n'écoute pas la consigne en plus. Et puis, une fois qu'il a fini son boulot, si tant est qu'il y arrive, se remettre à relire, ça c'est peut-être un peu fort de café. Donc dans le domaine gestuel, vous voyez, l'amalgame, je lui dis, tu me mets ton nom, ton prénom, la date. Ben, il met Thibaut 4 juin. Vous voyez, le vélo de Léo est Rélo. 45 secondes, c'est un CE1. Les CE1, ils vont plus vite que ça. Mais surtout, vous voyez, il y a certainement aussi une persévération sur le son qu'il a entendu avant. Vélo, normalement, c'est rigolo. Le vélo de Léo est rigolo. Voilà. Par contre, une petite maîtrise du français qui est agréable. Voilà. Donc, vous voyez, à l'école, c'est pareil. Hein. Mathématiques, observe et complète. Déjà, en mathématiques, on n'observe pas et on ne complète pas. On réfléchit, on raisonne. Mais, ceci étant dit, quand on observe et quand on complète, ben, quand on observe et complète, on reste, vous voyez, on persévère sur la consigne, mais on persévère sur le premier exercice qu'on a fait, et on ne peut pas s'empêcher de faire une suite croissante, alors que c'est certainement une suite décroissante qu'on devrait avoir trouvée. Si on lui avait donné explicitement la consigne et non pas observé complète, certainement qu'il aurait pu le faire. Alors vous voyez là, c'est des multiplications, c'est le même, 7 fois 6. Eh ben, jusque-là, il a fait des belles additions. Tout est juste, mais ce n'est pas des multiplications, c'est des additions, vous voyez, c'est pas loin. Sauf 7 fois 10, mais son auxiliaire de vie scolaire m'avait dit que le matin, ils avaient fait toutes les dizaines. Donc 2 fois 10, 3 fois 10, donc 7 fois 10, il était chaud comme un lapin. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est l'interprétation de l'enseignant. Là aussi, ce n'est pas un jugement de valeur. Vous voyez, l'enseignante, qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit, j'ai demandé à machin de le faire seul à son rythme, et il l'a fait à toute vitesse. Et il faut qu'elle trouve une raison d'enseignante, une raison de maman, une raison d'adulte. Je suppose qu'il a voulu suivre ce que je dictais à ses camarades. C'est moi qui suis... Oh, j'ai dû le stigmatiser devant ses petits camarades. La stigmatisation, bon bref. Comme si c'était les lunettes qui stigmatisaient le myope, si vous voulez. Non, mais les aides, ça ne stigmatise pas les gens, c'est le handicap qui stigmatise. Lui, il a un handicap de précipitation, mais elle le sait. Il va vite tout le temps. Il va vite au sport, il va vite en récréation, il va vite à la cantine. Donc elle aurait pu écrire... il n'a pas pu réfréner sa précipitation qu'il a d'habitude, malgré que je lui ai dit de se mettre à l'écart et puis de prendre son temps et de le faire à son rythme, ben, il fait comme d'habitude, il est beaucoup trop rapide, il ne prend pas le temps comme d'habitude. Et là, ça serait différent comme interprétation. Voilà. Donc en fait, c'est un truc emmerdant le TDAH quand même. Hein, je vous le redis, hein, quand vous êtes dyslexique, vous êtes emmerdé que quand vous avez à lire. Hein, ça ne se voit pas au champ. Alors que quand vous bougez tout le temps, que vous n'écoutez rien, et que vous êtes un petit peu happé par tout ce qui se passe autour de vous, je vous dis, en plus, vous avez des accidents. Statistiquement, les enfants TDAH, ils se cassent plus de dents ou de bras, ou ils ont plus de traumatismes crâniens que les autres. Donc c'est un truc embêtant, le TDAH.
Donc ça serait peut-être bien de se dire, est-ce qu'on pourrait intervenir là-dessus? Est-ce qu'il y aurait un traitement, hein? Ça tombe bien, il y en a plusieurs. Il y a des traitements du TDAH. Alors, les traitements, on pourrait aussi se poser la question de pourquoi une prise en charge? Et on y répond très bien quand on dit c'est des enfants mal élevés, il y a juste à leur mettre une petite paire de claques et puis ça va le faire. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de proposer un traitement, puisque c'est des enfants mal élevés et qu'avec une petite paire de claques, ça va le faire. Non? Bah, ça marche pas trop bien quand même. Parce que bon, ils en ont pris un peu des fois. Pas toujours, mais des fois. Parce qu'ils sont quand même un petit peu, c'est pas facile, hein? Donc pourquoi une prise en charge? Parce que c'est des enfants qui ne peuvent pas se poser, on l'a vu, ils ont toujours un métro d'avance. Et puis surtout, ils n'ont aucune possibilité de se contrôler parce qu'ils ne savent pas ce que c'est faire attention. Parce qu'ils n'ont jamais pu faire attention. C'est un petit peu comme quand j'étais plus jeune, puis que je m'occupais de gens incontinents, puis que je voyais un éducateur ou une infirmière dire aux gens incontinents de se représenter la notion d'être sec quand vous êtes tout le temps mouillé. Vous voyez? Il y a comme un problème. Donc ces enfants, non seulement ils ne peuvent pas se contrôler, mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est être autrement. Parce qu'ils sont comme ça. Ça m'est arrivé en consultation que, pas beaucoup, mais peut-être 4 ou 5 mamans sur 20 ans, qui m'ont dit, moi j'en ai eu 4, j'en ai élevé 4, j'en ai porté 4, ben, le TDAH, il bougeait déjà dans mon ventre. Et la nuit, il donnait de tels coups de pied que des fois, il a réveillé son père. Alors quand vous dites, quand vous entendez que vous ne savez pas l'élever, alors que les 3 autres, vous savez les élever, et qu'eux, ils ne bougeaient pas, c'était pas une machine à laver en permanence dans votre ventre pendant 9 mois, si vous voulez. Donc c'est vraiment un problème neurodéveloppemental, c'est vraiment un problème constitutionnel. Ils sont comme ça. Donc ils ne comprennent pas comment on peut être autrement. Donc, ils ne peuvent pas hiérarchiser, ils ne peuvent pas pondérer, tout à la même valence, tout est équivalent. Hein, les pompiers qui font pimpon, le petit écureuil, la pelleteuse à la campagne, que nous, en province, on a des places, il y a la mairie, l'église, l'école. Donc, des fois, on fait des travaux. Et ben, les petits garçons, quand il y a une pelleteuse qui creuse, ça les intéresse drôlement plus que la maîtresse. Mais tout est équivalent. Le téléphone qui sonne, par exemple, ça va attirer le TDAH et il n'écoute plus la maîtresse. C'est un exemple, merci de m'aider. Tout a la même importance. Donc, quand tout vous attire, vous ne pouvez pas agir, vous passez d'un truc à l'autre. Imaginez que vous deviez traverser un passage piéton, place de la Concorde, le 24 décembre à 18h, par exemple. Hein. Donc, c'est un peu la fête quand même, il y a la grande roue qui tourne, il y a une pharmacie qui clignote vert, éventuellement il y a des haut-parleurs avec Petit Papa Noël, Tino Rossi, ce que vous voulez. Quand vous arrivez à votre passage piéton, il y a tout ça dans vos oreilles. Mais vous vous en foutez. À un moment donné, vous regardez le petit bonhomme s'il est vert, s'il est rouge. Et éventuellement, si vous êtes très prudent, ce qui n'est pas trop le cas des TDAH, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, et vous traversez. Mais si vous tenez compte de tout, de la pharmacie qui clignote vert alors que le feu est rouge, ben vous allez traverser, vous allez vous faire écraser. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein, ils passent d'un truc à l'autre parce que tout les attire et que tout a la même importance. C'est ça le problème. Donc ils zappent. Voilà. Alors, sauf si l'environnement bouge pour lui. C'est pour ça qu'ils sont calmes pour les jeux vidéo. Je dirais même certaines émissions pour les enfants du matin. Je pense que ça doit bien alimenter certains TDAH. Alors, pas les Teletubbies, mais d'autres, ça bouge quand même beaucoup. Ça n'existe plus, les Teletubbies. Ouais, moi, je me suis arrêté, moi, mes enfants ont 33 ans, donc j'ai dû m'arrêter à Mulan, moi. Donc, vous voyez, j'ai du retard. Mais je vais peut-être avoir des petits-enfants un jour. Donc oui, les jeux vidéo, la télé pour les enfants, ça bouge tellement que ça bouge à la place de l'enfant. Donc lui, comme il n'a plus à bouger, parce que ça bouge pour lui, il est étonnamment calme devant les jeux vidéo. Mais même des fois, il ne va pas jusqu'au bout quand même. Hein. Donc tout le temps, il est perturbé, cet enfant, il est perturbant aussi. Il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible pour les apprentissages, même s'il est intelligent, même s'il a un haut potentiel intellectuel. C'est des fois très compliqué parce qu'il est attiré partout, tout le temps, et que son esprit passe d'un truc à l'autre tout le temps. Donc, on l'oblige à faire attention. Il l'entend 40 fois par jour. Il ne sait pas ce que c'est. Voyez, il fait des efforts. Mon petit-neveu, par exemple,
il se contrôle en cours. Mais alors, comment ils appellent ça l'éducation nationale? Les temps informels, la pause méridienne, les récréations, il fait que des bêtises, parce qu'il faut qu'il se lâche un petit peu. D'ailleurs, il avait une principale de collège vachement intéressante, intelligente, parce qu'elle avait dit à ma nièce que comme le collège était centre de passage d'examen du brevet des collèges, qu'en 6e au mois de juin, ils n'allaient pas faire grand-chose, que déjà, d'habitude, c'était pas simple pour lui, les temps informels. Est-ce qu'il n'aurait pas une grand-mère au bord de la mer qui pourrait prendre tout le mois de juin plutôt que de passer en conseil de discipline parce qu'elle avait fait des bêtises? Moi, je trouve que c'est drôlement intelligent, drôlement pragmatique et drôlement sympa comme réflexion. Donc c'est épuisant ça. Faire des efforts tout le temps, c'est épuisant. Hein? Nous, on le sait, les femmes. Ça a un coût prohibitif. Ça a un coût prohibitif, ça veut dire qu'au niveau cognitif, au niveau des outils intellectuels qu'on a dans notre cerveau, qui nous aident à apprendre, qui nous permettent d'apprendre, comme le chef d'orchestre de ces outils est en panne un peu, comme le chef d'orchestre qui permet de planifier les tâches, les résolutions de problèmes au sens large, il est en panne. Vous êtes obligé d'avoir un surcroît d'attention, un surcroît d'énergie cognitive en permanence. Donc, ça a un coût prohibitif, ça coûte trop cher. Dans la vie quotidienne, alors surtout s'il y a une hyperactivité, la vie de l'enfant, il est difficile à cadrer, il est insupportable, il se met en danger. Il a de multiples rappels à l'ordre, de multiples avertissements, des interdictions, des brimades, des punitions, de la maltraitance. La maltraitance est plus importante statistiquement chez les enfants TDAH. C'est comme ça. Parce que c'est pas facile quand même. Moi, je pose souvent en consultation, je disais, mais est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas à cause de votre enfant? Les parents, ils me répondent toujours non. Alors, je contextualise. Je dis, voilà, il y a des grands-parents, il y a une table basse, il y a des bibelots chinois qui coûtent très cher, on ne peut pas sauter sur les canapés, on ne peut pas dire de gros mots. Il y a d'autres grands-parents, on peut dire des gros mots, on peut sauter sur les canapés, puis sur la table basse, il y a juste des sandwichs au saucisson. Ah oui, effectivement. Est-ce que vous le laissez sortir de la maison tout seul, une fois comme ça? Ah oui, il n'y a pas de problème. Il peut aller jouer dehors. Oui, il peut aller jouer dehors. 12 ans, 11-12 ans. Remarquez, on habite dans une impasse, et il a un talkie-walkie, il doit donner des nouvelles toutes les 15 minutes. C'est pas très habituel à 12 ans, vous voyez. Donc, c'est quand même des enfants sous surveillance constante. Hein? Donc, il y a une dévalorisation, une mauvaise estime de soi de ces enfants-là. Alors, il n'y a pas que, il y a plein de raisons d'être dévalorisé, d'avoir une mauvaise estime de soi, même sans 10, simplement parce qu'on a parfois des réflexions qui sont désobligeantes. L'enfant, il est victime de ces symptômes. Tous les symptômes qu'on a vus, ces symptômes des Américains, là, les échecs au test, la coloration particulière, l'inhibition, l'aimantation, les diffluences, les persévérations, il ne les contrôle pas. Il est en souffrance. Et puis il y a un fort retentissement social parce que c'est pas facile non plus de se faire des copains. Des fois, on est un peu énervant aussi avec ses copains. Et que des fois, on est invité à un anniversaire, mais pas deux. Parce que si ça s'est relativement bien passé, c'est jouable, mais si c'était un mauvais jour et que TDAH, c'est un petit peu traduit par cyclone Katrina, si vous voulez, on n'est pas réinvité. Donc c'est un handicap. Il y a une limitation de participation et de vie sociale quand on est TDAH parfois. Et puis à l'école, surtout en cas de méconnaissance du trouble, il y a une dégradation progressive des apprentissages. Alors ça peut être difficile dès le départ si l'enfant n'a pas non plus des capacités intellectuelles de haut niveau, ou pour tout un tas de raisons, mais l'enfant qui a de bonnes capacités de raisonnement, qui au départ est scolaire, motivé, quand il est bien accompagné par ses parents, parfois le niveau conceptuel qui augmente, le rythme scolaire qui se développe à un rythme effréné, il rend compte ce frein à l'expression de l'intelligence que peut être le TDAH. Vous voyez, ça c'est pas du tout le petit bonhomme de tout à l'heure, c'est un autre. Vous voyez, c'est une copie, bon, et puis il y a non noté, tout est catastrophique, la leçon qui n'est pas su, le repérage des verbes. Alors, c'est pas toujours comme ça. Il y a tout un tas d'enfants TDAH qui arrivent à s'en sortir et qui réussissent, mais pour un certain nombre d'enfants,
je vous dis, la progression scolaire, si le TDAH est sévère et pas très bien contenu, ça va entraîner une dégradation des performances scolaires. L'enfant, il est victime de ces troubles qu'il subit sans pouvoir les contrôler. Il a un besoin d'aide et d'étayage constant. Et pour ces enfants, je crois que c'est important, pas pour tous, mais dans les formes sévères, alors que les enfants sont intelligents, scolaires, motivés, qui voudraient bien y arriver, mais que le TDAH les empêche d'y arriver, un auxiliaire de vie scolaire, ça change la donne. Et quand c'est bien prescrit, il faut dire les choses comme elles sont, la réponse de l'enseignant, elle est toujours la même quand l'auxiliaire de vie scolaire. Alors, il faut aussi un auxiliaire de vie scolaire qui soit un petit peu corticalisé, puis qui ait bien compris son rôle, quand même. Ça, c'est important de le dire aussi. Mais quand c'est le cas, les enseignants, ils disent, c'est le jour et la nuit. Hein. Quand il est là, je peux en tirer quelque chose. Quand il n'est pas là, il part dans tous les sens. Puis moi, j'ai les autres. Et c'est vrai, j'ai les autres. Donc, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme aide ? Eh bien, on doit aider ces enfants, parce que l'enfant, il est vraiment victime de son trouble. Il ne le fait pas exprès. Je me souviens, avec ma copine Claire, là, qui est ergothérapeute, on avait été invité par un enseignant de SECPA pour un enfant qui posait problème. Et quand on est arrivé, on avait réussi à se libérer. On est arrivé peut-être 15 jours ou 3 semaines après la demande, ce qui était pas mal. Et l'enseignant, il nous a dit la chose suivante. Il nous a dit, au début, j'y en aurais bien mis une toutes les 5 minutes. Mais je me suis dit que s'il était comme ça tout le temps, ce n'était pas qu'il le faisait exprès, ce n'était pas qu'il était provocateur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il fallait donc que je m'adapte. Pas mal. Pas mal. Il faut expliciter le trouble, il faut expliciter son trouble à l'enfant, aux parents, à l'entourage. C'est ce qui est le plus important. Les Canadiens que j'aime bien... Francine Lucier, Pierre-Paul Gagné, que j'ai rencontré, on a beaucoup causé, ils disent, si ça c'est pas fait, le reste ça marche pas. Et à l'enfant aussi. Donc il faut lui expliquer comment c'est le cerveau, qu'il y a des neurones, qu'il y a des synapses, qu'il y a des lobes, et que en plus si l'enfant il est plutôt scolaire et plutôt intelligent et qu'il aime l'école, ça va lui plaire en plus. Ça, Donc première chose, expliciter. On peut agir sur l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, c'est qu'il y ait moins de choses qui n'aient rien à voir avec la tâche en cours, qui soient là à le disturber, distractibilité, j'ai dit tout à l'heure. On peut faire des adaptations pédagogiques, on va voir, et puis on peut prendre en charge dans des thérapies particulières et avec un médicament particulier ces enfants-là si c'est nécessaire. Donc, les principes généraux, prise de conscience, c'est le plus important. Après, on peut dérouler, canaliser l'attention, contenir l'impulsivité, favoriser l'inhibition, stopper les diffluences et les persévérations. Vous voyez cette coloration qu'on a vue. Et puis aussi valoriser les réussites, parce qu'ils n'ont pas l'habitude du tout. Ils ont plutôt l'habitude d'être un peu fâchés, un peu sous surveillance, un peu brimés, etc., etc. Donc le moindre truc qui est bien, il faut le mettre en avant. On aime bien, nous aussi, les adultes. Ah, t'as fait la vaisselle. Ah, t'as fait le lit. Qu'est-ce qu'on est content, nous, les garçons, quand on nous dit ça, des fois. Attention à la fatigue, parce que ça a un coût prohibitif. N'oubliez pas que tout ce qu'ils vont faire va être conscientisé chez les autres, ça se fait tout seul. Comme quand on conduit sa voiture en pilotage automatique le matin. Là, c'est conscientisé, ça coûte. Alors, le traitement médicamenteux, je ne vais pas y passer la nuit, parce que le traitement médicamenteux, vous savez qu'en France en particulier, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Donc, ça permet à l'enfant de se poser, il n'est plus en zapping permanent. Ce n'est pas un traitement qui calme les enfants, qui endort les enfants, c'est un traitement qui permet à l'enfant de se focaliser sur quelque chose et éventuellement de l'aider à se focaliser sur une chose et pourquoi pas celle qui est la plus importante. D'accord ? Ça permet aux autres mesures d'être mises en place et ça permet leur efficacité parce que parfois, sans le médicament, l'enfant il part tellement dans tous les sens que les prises en charge chez le psychologue, chez l'orthophoniste, ça ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas disponible. Ça permet aussi que l'enfant soit en mesure d'écouter les injonctions éducatives normales comme pour tout enfant jusqu'au bout. Comme on a la mauvaise habitude, en plus avec les nouveaux parents dans les nouveaux pays,
de beaucoup parler aux enfants et de tout leur expliquer tout le temps, avec des grandes phrases. Comme lui, il écoute que le début ou que la fin, il ne vous calcule pas. Avec le médicament, il peut écouter enfin une phrase jusqu'au bout. Ça sauve, entre guillemets, des enfants, des familles, des groupes classes, des enseignants et des auxiliaires de vie scolaire, parce que je répète qu'être auxiliaire de vie scolaire d'un enfant TDAH, c'est pas de tout repos non plus. Voilà. Alors, je vais vous passer un petit film qui n'est pas un petit film d'un laboratoire, qui est un petit film de la télévision québécoise. C'est le logo. Alors, évidemment, quand on veut à l'écran démontrer quelque chose, on prend quelque chose de très démonstratif. Vous allez voir un enfant, moi j'en vois jamais des comme ça, parce que ces enfants comme ça, moi je suis médecin de rééducation, donc je m'occupe des gens en situation de handicap. J'en ai vu quelques-uns, mais c'est rare, un enfant qui a des troubles extrêmement sévères, surtout imaginez-le encore plus petit avec ces troubles extrêmement sévères, souvent ils vont consulter en psychiatrie, ces enfants. C'est pour ça que je ne vois pas d'enfants qui ont ce niveau-là de troubles TDAH. Donc vous allez le voir au début sans le médicament, vous allez vous apercevoir rapidement qu'il y a une psychologue qui fait simplement un questionnaire comportemental et qui met des petites croix, et puis après il a pris le médicament, donc ils ont eu la bonne idée d'inclure ici l'enfant qui a pris le médicament et de remettre ici l'enfant avant quand il n'avait pas le médicament. Après moins d'une minute, Claude n'en peut plus. Il délaisse son devoir. Et c'est le début de comportements qui perturberait n'importe quelle classe. Il ne tient pas en place, il se lève, il joue avec son crayon, il chantonne. C'est n'importe quoi plutôt que son devoir. Ce n'est pas une question de volonté ou d'éducation. Claude ne le fait pas exprès. Il est incapable de porter attention longtemps à une tâche. Il ne chantonne plus, ne quitte plus sa chaise, ne joue plus avec son crayon. Il est capable de faire son devoir tout d'un trait. 15 minutes d'attention soutenue. Bon, je l'ai coupé, c'est pas la peine d'y passer la nuit. Bon, là c'est assez visible que ça fonctionne bien. Alors, je n'ai pas du tout de lien avec les laboratoires pharmaceutiques, d'une part, et d'autre part, je ne considère pas, par exemple, en France, il n'y a qu'une molécule qu'on peut utiliser, une deuxième à l'hôpital, mais c'est le méthylphénidate, donc la Ritaline, le Concerta, le Quasim, et puis il y en a un nouveau, mais j'ai oublié le nom. C'est pas un bon ou un mauvais médicament en soi. Si vous voulez, l'insuline, c'est pas bon ou mauvais en soi. Quand vous êtes diabétique, c'est pas mal. Même l'opération de l'appendicite, si vous voulez, si vous n'avez pas l'appendicite, c'est pas la peine de vous faire opérer. Hein. Donc, ce médicament, je le dis et je le répète, c'est pas un bon médicament en soi. Moi, je suis pas pour ou je suis pas contre ce médicament. Je trouve que c'est une aide, un apport tout à fait considérable quand l'enfant il est très victime de ces symptômes et qu'on s'aperçoit en gros, pour parler simple, que sans le médicament, on ne peut rien en tirer. Ça permet de passer un palier, on ne le garde pas forcément toute sa vie, mais ça permet que l'enfant soit disponible et pour l'école, et pour les injonctions éducatives, et pour les vacances aussi des fois. Hein. Donc, au-delà du médicament, il le prend ou il ne le prend pas, il y a un cadre d'intervention, surtout pour les professionnels du soin, qui pourrait être celui-là, des séances et des prises en charge ritualisées, dans une pièce dépouillée au calme sans être dérangée, le téléphone portable il est coupé, vos collègues ne vous appellent pas, elle ne vient pas en disant « Est-ce que tu as eu tes bons de cinéma ?» Non. Eh ben non. Est-ce que tu viens à la sortie du CE aux Deux Alpes? Non, c'est pas le moment, vous voyez. Supprimer tous les distracteurs, c'est-à-dire effectivement, c'est pour ça que la pièce elle est dépouillée. Il n'y a rien qui va attirer son attention, puisque son attention elle est par essence labile. Donc pas de poster au mur, peu de matériel sur la table, juste ce qu'il faut. Il a juste son matériel. Et puis évidemment loin de la fenêtre et de la porte d'entrée. C'est pas voilà. Des séances courtes en fonction des possibilités, puis des progrès de l'enfant. Vous avez vu que avec le traitement, il dit le journaliste 15 minutes d'attention soutenue. Bon. 15, c'est que 15, donc c'est pas la peine de prévoir une séance de 3/4 d'heure. Hein, s'il fait 15, on attendra. Du matériel simple et concret pour faciliter l'attention dirigée de l'enfant. Des fois, quand l'enfant il est un petit peu maladroit, les dyspraxiques, ils ont des règles avec un petit crocodile pour bien tenir la règle.
C'est pas bon le petit crocodile pour le TDAH, ça attire l'attention. Inhiber l'impulsivité si elle existe, débuter la tâche après la lecture de la consigne, écrit quand je te donne le crayon, le reposer après chaque séquence, laisser les mains sur la table. Au début, on peut aider l'enfant par un maintien contenant, c'est-à-dire que nous, ce qu'on préconisait un petit peu, excusez-moi, c'était de mettre les mains sur les épaules et puis d'ancrer un petit peu l'enfant dans sa chaise sans non plus lui casser les clavicules. Voilà. Arrêter les persévérations, la diffluence de façon ferme mais bienveillante. C'est apprécié par l'enfant puisqu'il est victime de ces symptômes. Les diffluences, c'est le piège. Vous faites un cours sur l'Égypte et puis Chloé elle revient avec ses parents d'une croisière sur le Nil et elle cause. Mais elle le fait une fois à bon escient parce qu'on est en train de parler de l'Égypte. Donc on la laisse causer. Mais lui, c'est tout le temps. C'est sans arrêt et c'est à pas bon escient. Lui, il va parler des crocodiles du Nil, donc des grosses dents des crocodiles, et que les crocodiles, ça mange les gnous, et que les gnous, c'est en Afrique, et dans la savane. Non. Donc, dès le départ, quand il part, comme ça, top. Et ça le soulage, ça va le soulager. Donc, utiliser un code, nous, le petit code qu'on aimait bien, c'était ça. 2 petits doigts sur l'épaule, comme ça. Au lieu de dire 20 fois, Antonin, fais attention, 40 fois, Antonin, ne parle pas quand je ne t'ai pas donné la parole. Oui, c'est devant les autres. Donc, un petit code comme ça. Éviter les doubles consignes et les tâches complexes avec une programmation, une succession de tâches, ainsi que les réponses en choix multiples. Ça correspond complètement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Problème de choix, mémoire de travail qui est un petit peu déficitaire. Décomposer systématiquement en étapes et expliquer la trame logique ou raisonnementale. Ce qui veut dire, encore une fois, que ce n'est pas de la stigmatisation de ma part, mais que l'enfant qui a une légère déficience intellectuelle, ça va être plus compliqué. Alors que l'enfant TDAH qui a un niveau de raisonnement normal, voire supérieur, ben justement, quand on va lui expliquer le cerveau, ou quand on est dans une leçon de géographie ou d'histoire de SVT, on va s'appuyer sur ses connaissances et sa capacité, quand il est canalisé, à mobiliser ses connaissances. Ça change tout. Donner des indices lors du rappel pour initier les réponses et les restitutions, parce qu'on a dit qu'il était perdu. Donc on peut lui donner des petits indices pour qu'il soit moins perdu et qu'il aille chercher la bonne réponse, plutôt que ça ne soit pas très loin. Hein. Je me souviens, il y en avait un, il y avait une fraction, ça représente quoi en bas au lieu de dire le dénominateur, il avait dit le démonstrateur. Oui, c'est pas loin, mais c'est pas ça, le démonstrateur. Donc il y a des amalgames quand même. Donc hop. Alors si on donne des indices, on peut les donner surtout dans le temps, donc l'emploi du temps, comment ça va se passer la journée, comment ça va se passer dans tel cours, dans cette heure-là, dans cette séquence de travail-là. C'est très important parce que comme ils sont perdus, comme ils sont partis, comme ils ne sont pas disponibles, comme ils ne sont pas sur le fil de l'activité, il faut baliser très précisément. C'est valable pour tous les enfants, mais pour eux, c'est encore plus important. On peut utiliser aussi un time timer, ces petits appareils qui laissent apparaître le temps qui reste. Ça, c'est très important pour qu'ils ne paniquent pas trop. Quelques repères, donc des couleurs, des surlignages, mais pas trop, parce que si vous en mettez trop, ça va devenir des distracteurs. Donc il faut en faire, ça va l'aider, mais il faut en faire très peu. Réaliser avec l'enfant des aides-mémoire simplifiées, s'aider des catégorisations, des classements, des suites logiques. Encore une fois, on va l'aider parce qu'il est intelligent, il fait partie des 10, et quand on est 10, on n'a pas de déficience intellectuelle. Soutenir les tâches verbales par du matériel simple et dépouillé. Pas trop, sinon ça va de nouveau devenir des distracteurs. Valoriser les réussites liées aux aides. Noter ces réussites-là, explicitement les progrès, les réussites sur le cahier de liaison. Ça, c'est une pathologie comme toutes les autres. Il faut un lien entre les professionnels de la rééducation, s'il y en a, les enseignants et les parents. C'est indispensable d'être en lien. Et ce qu'il faut noter, c'est « Ah, bah aujourd'hui, il a fait ça, qu'est-ce que je suis content ». Laisser l'enfant se défouler ailleurs qu'en classe, mais il y a aussi des contraintes de règles de vie, et c'est vrai que de temps en temps, ils flirtent un petit peu, ces enfants, avec les règles de vie de classe, et que c'est important de savoir qu'ils flirtent, mais que quand ils transgressent, c'est compliqué, et puis il y a aussi les autres, et bon. C'est en général, d'ailleurs, les enfants TDAH, ce que j'ai remarqué, c'est que les règles de la vie de la classe, ils les connaissent par cœur, parce qu'on leur a beaucoup répété, et qu'ils sont souvent assez capables de lever le doigt pour dénoncer celui qui transgrègue les règles de la classe, parce qu'ils les connaissent tellement bien. Vous voyez, s'ils les connaissent bien et qu'ils ne peuvent pas les appliquer, c'est bien qu'ils ont un problème. Voilà.
Importance de la récréation pour tous les enfants, mais pour ceux-là. Alors, en plus, si vous voulez vous gâcher votre temps court après la récréation, faites-le finir celui-là pendant la récréation. Si vous voulez, c'est des cocottes minutes. Donc, à la récréation, ils vont échapper un peu la pression. S'ils restent à finir leur travail pendant la récréation, vu que c'est quand même compliqué pour eux de rester sur le fil, vous risquez de vous retrouver en grande difficulté. Donc, eux, ils vont en récréation, qu'ils aient fini ou pas, ils vont lâcher un peu la pression. Alors, la métacognition, c'est la méthode qui fonctionne le mieux pour essayer d'aider ces enfants. Mais ça va rester une méthode conscientisée, une méthode coûteuse. Souvent, les professionnels, surtout en France, entraînent les enfants à la tâche. C'est-à-dire qu'on fait faire des tâches, on fait faire des tâches, on fait faire des tâches, on fait faire des tâches, en espérant améliorer le cerveau. Et ça ne marche pas. Les études internationales montrent que ça ne marche pas. Là, c'est complètement différent. Au lieu d'être bottom-up, comme on dit, c'est top-down. C'est-à-dire qu'on va essayer que l'enfant puisse verbaliser, puisse avoir la petite voix dans la tête qui va lui dire, parce qu'on l'a préparé avant, comment on va faire, en fonction de quel but, et comment on va vérifier tout ça au fur et à mesure. Je vous explique. L'idée de la métacognition, c'est d'améliorer les connaissances que l'enfant procède sur son propre fonctionnement cognitif. Donc, ça va être coûteux, c'est volontariste. Donc, l'idée, ça c'est un pictogramme des Québécois. Si je veux être attentif, si je suis attentif, je m'arrête, je regarde, je me questionne, je décide. Une des méthodologies qui est utilisée, c'est la méthode COOP, Cognitive Orientation of Daily Occupational Performance, in French. L'idée, c'est des stratégies de résolution de problèmes. C'est quoi mon but? L'objectif final de la tâche. Comment je planifie des étapes à réaliser pour l'obtention de mon objectif? On le fait ensemble. Comment on le fait? Et on le fait les unes après les autres, sans se précipiter, en les faisant dans l'ordre. Et puis, je vérifie jusqu'à l'obtention de mon objectif, avec des auto-instructions. Ça ne marche pas toujours. Quelquefois, au début, l'enfant il est tellement en double tâche, c'est tellement coûteux, que les auto-instructions, il ne peut pas se les donner. Donc, s'il ne peut pas se les donner au début, c'est l'aidant, le rééducateur, l'enseignant, le parent qui le fait. Donc, il va lui donner les étapes les unes après les autres, avec l'idée quand même que progressivement, c'est lui qui va, si vous voulez, se donner les étapes. C'est valable dans beaucoup de situations. Quand on est en difficulté, des fois, à faire les devoirs avec nos enfants, on dit bah, « arrête, là, tu vois bien, tu pars dans tous les sens ». Non pas parce que l'enfant est TDAH, mais parce qu'il est simplement perdu dans le problème. C'est quoi le but ? Comment on fait? On va faire étape par étape. Le monsieur qui s'appelle d'ailleurs un commandant de bord, qui a posé son avion sur l'Hudson River il y a quelques années à New York, il ne connaissait pas par cœur la procédure pour amérir sur l'Hudson River en urgence. Comme il avait un copilote qui n'était ni dépressif ni de la Lufthansa, il lui a lu le check-up complet d'Amérir sans casser l'avion, et puis il a sauvé tout le monde. Donc vous voyez, les listes, c'est bien. Eux, ils sont embrouillés, ils sont dispersés, c'est impossible pour eux de rester sur le fil, donc on va leur apprendre comment faire pour que mon cerveau donne des ordres à mon corps pour qu'il puisse réaliser des étapes. Donc en fait, c'est vraiment un langage de gestion et de remédiation cognitive, c'est vraiment le langage intérieur, la petite voix qui guide le processus de pensée. Donc on se pose des questions, on se critique, on se félicite. Voilà. Donc, il y a plusieurs outils qui existent. En France, on utilise beaucoup donc, des outils de nos petits copains québécois. L'idée, c'est que dans le TDAH, on va inhiber les réponses qui sont purement perceptuelles, ce qu'ils voient, associatives, une idée, un mot qu'on amène un autre, pour passer à un raisonnement hypothético-déductif. Beaucoup plus précis, mais beaucoup plus coûteux. Alors, je vous ai mis là des petits bouquins qu'on trouve dans une collection qui s'appelle Chenelière Édition. Être attentif, une question de gestion, apprendre une question de stratégie, et là, apprendre avec Reflecto, que je vais vous montrer juste la diapo d'après. Là, je vous ai mis un truc qui est aussi québécois, non pardon, qui est aussi canadien. D'ailleurs, les Québécois, ils ne connaissaient pas. Je leur dis, vous avez vu, dans Alberta, l'Alberta, c'est un État qui est à l'autre bout. Alberta Éducation, il publie vraiment beaucoup de publications super intéressantes. Ça, c'est pour les enseignants, parce qu'il y a marqué enseigner. Enseigner aux élèves ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ne vous laissez pas bloquer
par les 180 pages de ce petit bouquin, mais c'est un truc vraiment super que vous pouvez télécharger sur Internet. Vous tapez « Viser le succès Alberta Éducation » et vous tombez là-dessus. Puis déjà, l'idée, viser le succès, c'est pas mal quand même, comme, hein, c'est bien. Voilà. Et ça interroge, est-ce que mon enseignement est explicite, changer le regard sur ses enfants, il n'est pas attentif. Oui, mais il a beaucoup d'idées. L'idée, c'est comment changer le regard sur ses enfants interrégions. Alors juste, réflecto, vous voyez l'idée de Pierre-Paul Gagné, donc ce Québécois, qui fait des formations en France 2-3 fois par an, à Paris et à Lille, dès qu'elles sont publiées. C'est plein, donc il faut être vigilant. Pardon ? G-A-G-N-E, Pierre-Paul. Donc vous voyez, il a inventé des petits personnages métaphoriques, le chef d'orchestre, le détective, le bibliothécaire, etc., qui vont être des aides pour les enfants. Donc les enfants, on leur explique le cerveau, il appelle ça, Pierre-Paul, ce qui se passe entre mes oreilles. C'est un peu le cerveau entre mes oreilles. Et donc, en fait, quand on est TDAH, on est infesté de virus. Donc, on a des virus. On a le virus, j'ai pas de projet, il y a un chef d'orchestre pour ça. Je retrouve pas ce dont j'ai besoin, il y a un détective pour ça. Je me souviens plus, il y a un bibliothécaire pour ça. J'ai pas d'idée, un explorateur, il en a des idées. J'ai pas de plan, va donc voir l'architecte. J'ai pas de menuisier, j'ai mal fait, le menuisier. Je fais n'importe quoi, je m'en fous, il y a un arbitre. Et j'ai la tête ailleurs, le virus tête ailleurs, c'est le contrôleur aérien. Alors évidemment, quand un enfant fait une remédiation avec la méthode réflecto, il vaut mieux qu'un moment ou un autre, la maîtresse soit au courant, parce que si elle l'entend 10 fois par jour, où il est mon menuisier, où il est mon menuisier, j'ai perdu mon explorateur, elle va se poser des questions. D'accord ? Alors, pour qu'on soit à peu près dans les temps, j'avais juste un tout petit peu envie de vous parler de l'évolution du TDAH. On est vraiment dans les temps, j'ai encore 2 minutes. Traditionnellement, on disait que le TDAH s'arrangeait à l'adolescence et que même parfois le TDAH disparaissait à l'adolescence. On est moins sûr de ça. Ça peut arriver, hein. En médecine on dit jamais, jamais, jamais toujours. Ça on est tranquille. Mais ce n'est pas si fréquent que ça. Il se modifie. Le trouble de l'attention en général persiste. L'agitation, qui est un petit peu une agitation motrice et externe, si j'ose dire, ça reste une agitation un petit peu interne. La plus grande partie des TDAH perdure à l'adolescence, et dans ce qu'on lit sur Internet, alors des TDAH qui se dégradent, c'est-à-dire des gens qui finalement ont des difficultés d'insertion, des difficultés sociales, des difficultés de violence, des difficultés d'addiction, des difficultés de je change de métier tous les 6 mois et de femme tous les 2 ans. Ça existe aussi, mais c'est moins fréquent chez les gens qui prennent un médicament que chez les gens qui n'en prennent pas. Alors, moi j'ai pas mal réfléchi à ça, j'ai lu des choses là-dessus et je pense qu'on ne peut rien en dire pour la simple raison que c'est très variable, parce qu'il y a beaucoup de variables. Et je pense qu'il faut tenir compte de l'évolution du TDAH lui-même, sévère, modéré, léger, puis comment il évolue avec le temps, comme toute situation pathologique. S'il y a des formes sévères, est-ce qu'il a pris le médicament ou pas? Quelle était l'efficacité du médicament? Si on a fait des mesures de neuroéducation, un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, neuroéducation, métacognition, c'est un petit peu la même chose, aussi des choses psychocomportementales pour apprendre des choses de la vraie vie. Comment ça a marché? L'évolution propre de l'adolescence, parce que l'adolescence, waouh! On a un psychiatre à Poitiers qui s'appelle le docteur Marchelli, qui est assez connu, il dit, pour les parents à l'adolescence, moi j'ai une solution, j'ai un médicament, hein. C'est la patience. On disait dans le temps, les grands-mères elles disaient, c'est l'âge bête, ça passera. Oui. Des fois ça met du temps à passer quand même. L'entourage, les pairs, le modèle, le contexte, ça c'est très très important. Il est évident que les enfants de TDAH, c'est des enfants toutes cibles pour être embarqués dans des projets à la con. Et donc c'est vrai qu'on est tous assez sensibles à, comment dirais-je, aux connaissances de nos jeunes adolescents. Et des fois, Chloé, quand même, ta copine Amélie, je la supporte pas, si tu pouvais te fâcher avec, qu'est-ce que je serais content. Vous voyez, ça arrive ça. Mais là, c'est encore important. Donc les pairs, les modèles éducatifs, le contexte de vie, et puis les réponses des parents, du corps enseignant, parce que des fois, les parents sont à côté de la plaque et peuvent prononcer des mots qui sont délétères pour l'évolution des enfants, et le corps enseignant aussi. Ce qui fait qu'avec le même TDAH, c'est vrai que les retours qu'on a
nous permettent de nous construire en se disant tous les matins, merde, ce mec il est bien, ou en se disant quand même, je suis vraiment qu'une pomme, ça va pas. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup trop de variables pour qu'on puisse parler de l'évolution du TDAH. Voilà. C'est un petit peu comme quand j'ai commencé mon métier où je m'occupais d'enfants handicapés moteurs, les parents d'enfants handicapés moteurs, et les parents d'autistes, les parents de TDAH. Bah, vous êtes tous des parents différents. Voilà, donc on ne peut pas dire le TDAH, ça va évoluer comme ça. Chacun évolue en fonction de différents éléments. Conclusion, ça veut dire vous êtes un peu sauvé, ça, comme ça, conclusion. Alors, le TDAH, il a pratiquement toujours des conséquences comportementales. Le comportement, c'est ce qui s'observe, ce qui se mesure sans être interprété. C'est ça le comportement. Dans la vie de tous les jours, à l'école, et dans la vie de tous les jours, c'est vrai que ça impacte quand même les interactions sociales. C'est pas simple pour un certain nombre. Après, comme je disais tout à l'heure, vous avez tous eu des copains qui sont copains avec tout le monde. Puis vous avez tous eu des teignes. Donc si vous êtes TDAH et puis copain avec tout le monde, ça va être plus facile que si vous êtes TDAH et teigne au départ, si vous voulez. C'est compliqué, là. Hein, voilà. Mais l'intensité est variable. Voilà, ça c'est important, l'intensité elle est variable. Pour s'adapter à ces enfants, il faut connaître, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire ce soir, de mieux connaître les ressorts du TDAH. Quand on connaît, on comprend, et puis ça peut peut-être changer notre regard sur ces enfants intéressants. Voilà. Donc voilà, moi j'ai écrit un petit bouquin pour les enseignants, ça parle un peu des TDAH, puis j'ai écrit un bouquin pour les parents, et puis j'avais mis une diapo dans le train, puis comme tout à l'heure j'ai eu des problèmes avec ma présentation, j'ai pris mon plan B. Il y a un bouquin que j'aime bien dans la collection 100 idées. Alors les 100 idées, il y en a des biens, il y en a des pas bien. Il y en a 100 idées pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, c'est écrit par ma copine de Montréal, Francine Lucier. Et dans ce livre, il y a donc 100 idées. Ça s'adresse aux parents, pour un tiers du bouquin, aux enseignants, pour un tiers du bouquin, et aux enfants. Donc pour commencer à se documenter un petit peu sur le TDAH, c'est un petit bouquin qui n'est pas cher. La collection 100 idées, ça vaut moins de 20 €. Donc c'est 100 idées pour les enfants présentant des troubles de l'attention. Et l'auteur, c'est Francine Lucier, L-U-2-S-I-E-R, qui est neuropsychologue à Montréal et qui a fondé le CENOP à Montréal. Il me reste juste à vous remercier de votre attention. Vous avez été très sage et de votre patience aussi, parce que j'ai été très long. Voilà.